Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Enseignement et éducation en Afrique. Dirigé par Magloire Kede Onana. En ces temps de crise généralisée, l'Afrique, comme beaucoup d'autres continents de la planète, traverse des moments extrêmement difficiles dans tous les secteurs d'activité. Au plan de son secteur éducatif objet de nos investigations, la crise ne cesse d'assombrir la vie des différents acteurs de nos communautés éducatives. Les parents pour la plupart démissionnent chaque jour devant leurs responsabilités. Les enseignants qui pourtant ont entre autres tâches celle d'exercer dans les jeunes esprits la faculté de penser et de développer en eux le sentiment de la valeur de l'homme deviennent de plus en plus comme des bouches inutiles. Premiers passeurs culturels, ils ont toujours du mal à affirmer leur autorité devant une jeunesse devenue esclave dans l'usage de nouveaux moyens sophistiqués de diffusion de la seule culture moderne. Une telle situation installe tous les acteurs ainsi désignés dans un malaise profond, accentué par leur porte-monnaie qui ne répond plus à tous les défis. La conséquence au niveau des apprenants va être la langueur, la désertion, l'angoisse ou la phobie permanente des échecs et le désenchantement sur les lendemains de l'école. Pour s'élever au-dessus de toutes nos limitations, l'alternative qui semble s'imposer à nous tous est « créer ou disparaître ». Nous devons pour ainsi dire nous employer à la production radicale de nouvelles manières de voir, de faire et d'être, autant d'orientations et de combinaisons originales sous l'effet desquelles un nouveau redécollage est possible au risque de devenir comme des balafons crevés. Une telle entreprise nécessairement collective doit donc s'ouvrir et nous ouvrir aux autres, parce qu'elle contribuera à mesurer désormais l'avenir de nos États, à leur capacité de stimuler l'intelligence de leurs concitoyens. C'est suite à ce constat et surtout sous l'impulsion des Editions L'Harmattan, que l'idée de créer la collection « Enseignement et éducation en Afrique » s'est imposée. Déjà paru. Osia Sembida, l'étudiante de province 2010. Nathalie Eteokae, l'écriture du corps féminin dans la littérature de l'Afrique francophone au sud du Sahara, 2010. Jérôme Kwaku Konan, l'état civil en Côte d'Ivoire. Système étatique et réalité socioculturelle, 2010. François-Xavier Mayegle, mutation des politiques de gestion et création de valeur. Une étude menée au Cameroun, 2010. Roger Kaff Ofoku Udir, misère de l'éducation en Afrique. Le cas du Cameroun aujourd'hui, 2009. PREFACE. Depuis quelques années, l'une des plus grandes préoccupations de l'opinion publique porte sur le devenir des enfants. Jusqu'à une époque récente, les choses avaient semblé aller de soi. Il était admis que les populations aiment leurs enfants, et qu'ils les élèvent dans la sauvegarde de leur plus grand bien. La naissance d'un enfant était un événement dans la famille. Celle-ci était d'autant plus célébrée par les parents qu'elle consacrait l'accomplissement d'une de leurs plus grandes aspirations, à savoir, l'arrivée d'un descendant d'un membre supplémentaire du groupe. Le rôle social de l'enfant était affirmé dès le berceau. Dès cette époque, il entrait en ligne de compte dans les projets de la famille qu'il inscrivait dans ses programmes de solidarité et de socialisation. L'enfant rejoignait un monde structuré et régi par des règles. Dans la plupart des cas, les mécanismes traditionnels d'encadrement constituaient un carcan suffisamment efficace pour le maintenir sur le droit chemin. Les choses ont cependant évolué avec l'avènement du fait colonial et de ses suites. Les changements que subissent les conditions de vie des populations depuis l'apparition d'une administration publique d'inspiration occidentale, le phénomène de l'urbanisation et le développement d'une économie de marché avec leurs diverses contraintes rejaillissent sur le statut des enfants. Ils modifient les perceptions traditionnelles des rapports de famille et privilégient les exigences d'une vie sociale organisée selon les normes universelles. Parmi les droits des enfants figurent en bonne place les droits fondamentaux de la personne humaine. Il ne saurait en être autrement, dans la mesure où les droits de l'homme découlent de la nature. Ils appartiennent à tous les êtres humains, au-delà de toute distinction géographique, politique, sociale, économique ou même culturelle. Ils ne souffrent aucune discrimination de race, de sexe, de religion ou d'âge. Les droits de l'homme présentent un caractère objectif dans ce sens que chaque individu les possède de nature, en raison de la dignité attachée à toute personne humaine. On a pu dire qu'ils ne dépendent même pas de la volonté du pouvoir. Ce dernier ne peut les attribuer,
encore moins les révoquer. Il ne peut que les reconnaître. La notion de droit de l'homme telle qu'elle se présente aujourd'hui est très récente puisqu'elle n'apparaît que vers la fin du XVIIIe siècle, avec aux États-Unis, la Déclaration d'indépendance de 1776, la Constitution de 1787 et en France avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais elle a des racines très profondes qui remontent à l'Antiquité. À cette époque en effet, apparaissent l'idée d'une justice supérieure aux lois écrites et celle d'une nature humaine commune et universelle. Le philosophe Protagoras a pu dire que l'homme est la mesure de toute chose. 1. Selon le professeur Jean-Philippe Guiffo, toutes les civilisations, les religions, les philosophies ont contribué à l'avènement de la notion. Cet auteur cite le Code d'Hammurabi, 1730 à 1685 avant J.C. Babylone. Pour que le fort n'opprime pas le faible, pour rendre justice à l'orphelin et à la veuve, pour faire droit à l'opprimé, j'ai écrit mes précieuses paroles sur ma stèle. Que l'opprimé qui est impliqué dans une affaire vienne devant ma statue de roi du droit, et qu'il se fasse lire ma stèle écrite, qu'il entende ainsi mes précieuses ordonnances. Le Décalogue, Exode 20. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'accordera. Ne commets point d'homicide. Ne commets point de larcin. Ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. Ne convoite point la maison de ton prochain. Ne convoite point la femme de ton prochain, son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Le christianisme. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme car vous n'êtes qu'en Jésus-Christ. Cette phrase de saint Paul symbolise la réhabilitation de la personne humaine. 2. Le christianisme n'a donc fait que conforter l'apport philosophique de ses prédécesseurs, en même temps qu'il a accordé toute leur dimension aux deux notions centrales de la philosophie des droits de l'homme, à savoir la dignité à laquelle tous les êtres humains sont appelés et participent et la liberté de l'individu, fondée sur la limitation du pouvoir. Partout dans le monde, l'on semble percevoir cette exigence fondamentale. Quelque chose est dû à l'être humain parce qu'il est un être humain. Dans ce sens, le Mahatma Gandhi disait « Nous sommes tous taillés dans le même patron, mépriser un seul être humain, c'est mépriser le divin qui est en nous. » Cette exigence apparaît encore plus pressante lorsqu'il s'agit de prendre en compte les droits des êtres humains incapables en raison de leur âge, ou de leur niveau de discernement. Le respect de la vie, l'obligation d'aider et de protéger le faible, les devoirs envers les générations futures représentent le noyau éthique minimal à respecter comme valeur commune et inaliénable. 3. Ces considérations permettent de mesurer l'ampleur de la responsabilité commune à l'égard des enfants. S'il est reconnu que ceux-ci sont des êtres humains à part entière, il reste encore à admettre qu'ils ont besoin d'un traitement spécial et de soins appropriés. La protection qui leur est due commande que l'on s'interroge sur les moyens à mettre en œuvre en vue du respect effectif de leurs droits fondamentaux. La question est d'autant plus pertinente que la multiplication continuelle des comportements déviants appelle une réaction adéquate. Ces dernières années, l'on a assisté à une forte recrudescence de la délinquance juvénile. Le phénomène s'observe particulièrement dans les grands centres urbains, même s'il s'étend de plus en plus dans les zones rurales. Le danger qu'il génère dans le monde est porteur de graves perturbations et suscite l'émotion de l'ensemble de l'humanité. Il est à l'origine de politiques sociales nouvelles, à l'instar de la politique de la ville en France. La presse s'en est emparée. Elle dénonce ces méfaits et sensibilise l'opinion publique sur l'étendue du mal. Les journaux étrangers notamment en font complaisamment l'étalage. Un seul numéro du Figaro 4 suffit pour illustrer ce propos. Celui-ci publie 5 cas graves de déviance juvénile. Le premier article qui porte sur la question est intitulé « Scène de guérilla urbaine ». Dans cet article, l'auteur affirme que la violence des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre a surpris. Jusque-là, dit-il, la ville Cloubéchette, une cité HLM de Niort dans le département des Deux-Sèvres en France était connue plus pour les vertus gustatives de l'angélique que pour cette guérilla urbaine qui avait déjà émaillé le quotidien de bon nombre de localités au cours des mois de novembre et décembre précédents. Il révèle que dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 avril 1998, plusieurs véhicules ont été incendiés.
Un mineur de 17 ans a été blessé lors des échauffourées avec la police, tandis qu'un autre a été interpellé. Le soir, vers 23h, une trentaine de jeunes âgés de 16 à 22 ans scindés en plusieurs groupes, harcelaient à nouveau les patrouilles, cassant des vitres et renversant des voitures. Au total, une quarantaine de voitures ont été endommagées. Les maires de 11 villes moyennes se sont réunis autour du président français Jacques Chirac. Évoquant le sujet, ils ont conclu sans détour. Après les grandes agglomérations, ce sont celles de taille moyenne qui sont touchées. Un certain type de comportement s'est généralisé. Lorsqu'on est mécontent, on casse tout. Le deuxième article a pour titre « Caillassage à Saint-Étienne ». Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 avril 1998, des pompiers et des policiers ont été la cible de jets de pierre lancés par des jeunes du toit d'un immeuble, alors qu'ils tentaient d'éteindre un incendie criminel au pied d'une barre d'habitation dans le quartier sensible de Montchauvet à Saint-Étienne. Dans le troisième article qui porte sur un cas de meurtre dans l'Aisne, il est indiqué que la mort d'un adolescent a ajouté à une certaine psychose et au climat d'insécurité qui va croissant. En effet, écrit le journal, dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 avril, le lendemain de la mort du garçon, au cours d'un show de skateboard qui a réuni un millier de jeunes, de vifs incidents ont éclaté. Des gosses qui voulaient entrer sans payer, se sont accrochés violemment avec les vigiles. Dans la nuit, en représailles, une cinquantaine d'entre eux ont saccagé une trentaine de véhicules. L'auteur de l'article conclut qu'on assiste à une montée en flèche de la délinquance, qui ne manque pas d'inquiéter les habitants. Les deux derniers cas signalés par le journal se sont produits aux États-Unis d'Amérique. Dans la première affaire, Andrew Jérôme Wurst, 14 ans, a été mis en accusation samedi 25 avril 1998 pour le meurtre d'un enseignant, John Gillette, 48 ans, lors d'une fête scolaire en Pennsylvanie, le 24 avril. L'adolescent s'est vu notifier plusieurs chefs d'accusation dont ceux de meurtre, de possession d'armes et de drogue. Dans la seconde affaire, le petit Carlos Gilmer, âgé de 6 ans, a été tué par son compagnon de jeu de 4 ans d'une balle dans la nuque, le jour de son anniversaire à Greensboro, en Caroline du Nord. Les deux enfants jouaient ensemble dans la maison de la grand-mère de la victime, lorsqu'ils ont découvert l'arme du crime. Le revolver chargé avait été laissé sans surveillance dans un sac. Ces quelques cas illustrent une situation générale préoccupante. Parce qu'elle constitue une menace pour la stabilité de la société, cette situation appelle toute l'attention de la communauté qui s'emploie à lui apporter des solutions. La délinquance juvénile est avant tout un phénomène social qui paraît en grande partie trouver sa source dans les mécanismes de fonctionnement du groupe. Elle dépend de divers facteurs qui sont extérieurs au sujet, même si certaines causes leur sont endogènes. Les mutations qui affectent le milieu de vie de l'enfant ne peuvent pas manquer de se ressentir sur son équilibre physique et psychique. Elles influencent considérablement son comportement. Ainsi, les enfants qui naissent dans la transition culturelle sont nécessairement appelés à la vivre, tant dans ses aspects positifs que dans ses carences et faiblesses. Dès lors, quand on considère l'avenir, celui des enfants en particulier, il n'est pas besoin de projections établies par des superordinateurs. Étudier la manière dont nos enfants sont aujourd'hui pris en charge suffit à dévoiler une grande partie de ce qui se passera au prochain millénaire. Le monde de demain sera peut-être influencé par la science et la technologie, mais il se modèle déjà, et avant tout, dans le corps et les esprits de nos enfants. 5. La transition culturelle pourrait constituer une cause d'inadaptation sociale. Il est donc important d'en comprendre les mécanismes, les implications et les effets sur les enfants si l'on veut assurer à ces derniers la meilleure intégration possible dans leur milieu naturel de vie. Introduction. Les enfants de la transition culturelle forment la majeure partie de la population. Il s'agit de tous ces enfants des villes et des campagnes qui subissent sans recours le phénomène de la mutation sociale et culturelle provoquée par l'invasion des valeurs occidentales. La transition s'étend sur une longue période de temps. Pour les besoins de cette analyse, son point de départ se situe au début du fait colonial et de l'introduction de nouvelles valeurs. À partir de cette époque en effet, la vie sociale subit des changements décisifs. Ceux-ci sont commandités de l'extérieur et s'imposent dans le mode de vie quotidienne. De nouvelles lois modifient profondément l'environnement juridique.
En dépit des apparences, l'évolution réelle est cependant lente. Les modifications de comportement n'interviennent que de façon progressive et souvent sélective. Les idées nouvelles n'atteignent pas uniformément l'ensemble des populations cibles. Au demeurant, les gens sont attachés à leurs acquis. Ils sont par essence conservateurs et ne peuvent pas rejeter d'un seul coup leur système de valeurs qui reste souvent en contradiction flagrante avec la nouvelle réglementation. La période de la transition est loin de se terminer, même si la majeure partie des exigences de la vie sociale et la législation actuelle en sont le produit. Il faut d'ailleurs observer pour s'en convaincre que le pays n'a pas encore réussi à se doter d'une législation unique, et que le problème de l'harmonisation des textes continue de se poser. Les habitudes sociales, tout comme la loi, ne sont pas suffisamment maîtrisées. Elles demeurent mouvantes, fluctuantes. La civilisation occidentale ne réussit pas à imposer définitivement ses règles aux traditions locales, en dépit de sa force de pénétration. L'adulte d'aujourd'hui est partagé entre les traditions ancestrales dans lesquelles il a été élevé, la méfiance qu'il a héritée de ses aïeux à l'égard de certaines valeurs importées et l'adoption d'un mode de vie dit moderne. En dépit de diverses influences extérieures, et particulièrement de l'entrée en force des instruments modernes de communication qui le bombardent au fil des journées de messages aussi innovateurs les uns que les autres, l'enfant hérite nécessairement d'une bonne partie des appréhensions et préventions de ses parents. L'enfant de la transition est le fruit de son hérédité et de diverses influences. Il appartient à un système social qui, bien qu'intégrateur par essence, ne réussit cependant pas à le modeler de façon satisfaisante. À cause de la coexistence de multiples facteurs aux contenus divers et contradictoires, le message qui lui est destiné demeure incohérent et difficile à déchiffrer. Les apports des diverses civilisations en présence ne réussissent pas encore à cohabiter de façon harmonieuse, pour permettre de circonscrire dans ses fondements ontologiques et éthiques les caractéristiques du type de personnage qu'on veut en faire. Les mutations profondes que subit l'homme ancien au contact des nouvelles valeurs, et les comportements générés par le choc des cultures caractérisent la gestation de l'homme nouveau. Les perturbations psychiques subséquentes, l'introduction d'une économie monétaire et l'urbanisation nourrissent davantage la confusion. Elles constituent des facteurs de déséquilibre qui menacent la personnalité de l'enfant. À leur tour, les caractéristiques de l'éducation et de l'encadrement des jeunes restent diffuses, leur mise en œuvre demeurant largement tributaire des fluctuations et incertitudes qui affectent les valeurs à transmettre. Ces phénomènes viennent se greffer à un phénomène plus profond, qu'il convient de rattacher à la nature même de l'enfant. L'enfance a-t-elle donc une essence particulière ? La question peut paraître incongrue en présence des attitudes de bienveillance que ne cessent de déployer les populations et les pouvoirs publics à l'égard des enfants. D'une manière générale, en dépit des écarts de comportement observés de temps en temps, le sentiment d'affection des populations et particulièrement celui des parents à l'égard de leurs enfants est largement répandu et partagé. Il se manifeste de plusieurs manières, en commençant par l'encadrement et les soins patients que ceux-ci s'efforcent de prodiguer à leur progéniture en toutes circonstances. Le nombre moyen d'enfants par ménage pourrait aussi constituer un indice de l'attachement de la population à la jeunesse. En 1988, une enquête nationale commandée par le ministère des Affaires sociales a révélé que ce nombre se situait au-dessus de 6. Les pouvoirs publics portent un très grand intérêt à l'enfant, le responsable de demain. À ce propos, les slogans les plus illustratifs ont été promus par les administrations publiques. La jeunesse serait notamment le fer de lance de la nation. Une fête nationale de la jeunesse est organisée tous les ans. Depuis plusieurs années, la journée de l'enfant africain se célèbre le 16 juin. Au demeurant, les textes législatifs et réglementaires, la signature et l'adhésion à des instruments internationaux, la mise en place d'institutions d'encadrement des enfants viennent couronner les bonnes intentions officielles. Le mineur paraît être l'objet de toutes les préoccupations. Il n'est pas alors surprenant que les pouvoirs publics et diverses institutions ou organisations lui consacrent tant d'attention et se bousculent pour lui reconnaître le droit à l'encadrement et à la protection. Cependant, l'observation attentive du vécu quotidien rend à la question tout son sens. Il y a particulièrement lieu de se demander pourquoi les coutumes locales,
à l'instar de celles que l'on rencontre ailleurs, voit dans les enfants un monde à part, différent de celui des adultes. Comme les enfants de la Bible que les disciples voulaient éloigner du Christ, la société confine les enfants dans des cadres distincts de ceux des adultes. Dans l'opinion communément répandue, l'enfant représente la manifestation des atavismes d'une condition humaine imparfaite. Nul adulte ne veut être comparé à un enfant. À la limite, une pareille allusion constitue une injure pour lui. Dans la meilleure des hypothèses, le mineur est perçu comme un homme en devenir, alors que pour le présent il reste une personnalité à modeler, un être à façonner, un destin qui se cherche. Il a besoin de s'accomplir. Il doit tout apprendre et pour cela, le devoir de la communauté à son égard consiste à le prendre en main. Parce que son manque de maturité l'expose à des dangers, il a besoin d'être en permanence guidé, même si par ailleurs il lui est demandé de contribuer à sa formation. S'il fallait s'arrêter aux gestes et affirmations d'attachement et aux documents juridiques, il serait bien difficile d'appréhender dans sa subtilité et sa complexité la problématique de l'enfance dans l'identification des faits sociaux. Connaître l'enfant, c'est parvenir à saisir sa personnalité mobile, diverse, complexe. L'âme juvénile est un carrefour de multiples tendances affectives et d'innombrables influences extérieures. Les caractères acquis se superposent aux caractères originels pour les transformer. Le corps agit sur le psychisme, réagit sur le corps. Les facteurs familiaux et sociaux modifient profondément les éléments naturels et l'apport de l'hérédité. 7. La situation n'était pas si simple dans la société traditionnelle. Elle s'est compliquée davantage avec l'intrusion du fait colonial et de ses suites. En ingérant sans discernement des valeurs qui proviennent de civilisations étrangères, la communauté traditionnelle a subi une profonde mutation. Elle a intégré des usages qui jurent avec les coutumes ancestrales, sans en avoir une maîtrise parfaite. Ceci crée une disharmonie dans le fonctionnement des structures sociales antérieures. Par la force des choses, la naissance d'une société multiculturelle entraîne une profonde mutation des mentalités et des institutions. Les changements imposés par les circonstances perturbent l'ordre ancien. Les populations emportées par le tourbillon n'ont pas le temps de tout assimiler. Avec la disparition des anciens repères, les gens éprouvent du mal pour se situer. Ils sont victimes de la perte de leur identité culturelle et n'arrivent pas à faire coexister harmonieusement les nouvelles valeurs avec les coutumes ancestrales, même les plus positives. Cette considération amène à s'interroger sur les moyens dont dispose la famille actuelle pour assurer à l'enfant un encadrement adapté aux circonstances présentes et à son milieu de vie. Le développement socio-éducatif et l'épanouissement de celui-ci deviennent à leur tour problématiques et un grand sujet de préoccupation pour l'ensemble de la communauté. Les développements qui suivent tentent de décrire la situation de l'enfant dans l'environnement social traditionnel et dans les mutations consécutives à l'avènement d'un État moderne et d'une économie de marché. Il s'agit d'un rapide parcours de l'ensemble de la législation spéciale applicable aux mineurs. Il promène le lecteur dans l'univers des droits de l'enfant, et notamment dans les mesures prises en vue de sa sauvegarde contre les atteintes à l'intégrité physique, morale, et dans le traitement qui lui est réservé en cas de déviance. Ce parcours sera précédé de la présentation du milieu naturel de vie de l'enfant, dont les mutations sont à l'origine de bien des dérives. Première partie, l'enfant dans l'environnement socio-culturel. La place que confère la famille africaine à l'enfant le situe au centre de sa communauté dont il constitue un facteur d'équilibre. La famille entretient avec lui des rapports éminemment affectifs. Ces rapports seront cependant gravement perturbés par les mutations sociales récentes. Mais qu'est-ce donc que la famille ? En droit, le mot famille a deux sens. Entendu au sens large, la famille est une institution juridique qui groupe l'ensemble des personnes unies entre elles par les liens du mariage ou du sang, ou par des liens que la loi considère comme équivalents et qui sont les liens d'adoption. Dans un sens plus étroit, le mot famille désigne la société conjugale, qui comprend d'abord les époux puis les enfants qui viennent à naître du ménage. La famille n'est pas un groupement national, les membres d'une même famille pouvant être de nationalités différentes, aussi d'ailleurs que de religions différentes. Le groupement familial est cependant une institution, c'est-à-dire qu'il est doté d'un statut qui est d'ordre public,
et auquel par suite, la volonté des individus ne peut pas toucher. S'il est possible à un individu de créer les liens familiaux en accomplissant des actes tels que le mariage, la reconnaissance d'un enfant naturel, ce n'est pas de sa volonté que dépendront les conséquences de ces actes. La loi détermine souverainement les effets des actes qui intéressent le droit familial. 8. Cette définition de la famille se heurte cependant aux pratiques sociales et aux règles de fonctionnement de la parenté coutumière, qui régissent les rapports des membres du grand groupe que constitue la famille africaine. Chapitre 1 – L'environnement familial coutumier. L'environnement familial coutumier comporte les parents au sens étroit du terme, mais aussi l'ensemble du grand groupe que constitue la famille africaine. Parler de la famille africaine n'a qu'un sens vague de généralité tant elle peut se montrer diverse dans sa composition, dans ses structures, son fonctionnement, et tant est immense et différencié l'espace géographique dans lequel on veut la situer. La famille africaine ne se réduit pas à un lignage, elle est beaucoup plus vaste, puisqu'elle peut englober pour un même individu son ascendance maternelle et paternelle, les ancêtres et les animaux mythiquement associés à la vie des lignages. Cette perception de la famille africaine par Isabelle Querezfinkel 9 paraît être commune à l'ensemble de l'Afrique noire. Au Cameroun, elle a été définie comme s'étendant à toutes les personnes issues d'un ancêtre commun, pouvant remonter jusqu'à la 6e génération dont naîtra le clan et composé des lignages matrilinéaires et patrilinéaires suivant les tribus. Elle peut encore comprendre tous ceux qui se réunissent souvent, se donnent des conseils, s'opposent aux choses tordues, félicitent les bonnes conduites et fêtent les belles choses. 10. Il s'agit donc d'un groupe de personnes qui entretiennent de bons rapports ou qui ont des intérêts communs, sans qu'il existe nécessairement entre elles des liens de sang. Dans ce grand groupe de personnes, les rapports entre l'enfant et ses parents sont particulièrement privilégiés. L'enfant au sein de la famille. La présence de l'enfant est un besoin naturel pour les membres de la famille. Mais son statut dépend de sa naissance, et ses rapports diffèrent de l'un à l'autre de ses parents. 1. Les rapports entre l'enfant et ses parents. Les rapports de l'enfant avec son père diffèrent de ceux qu'il entretient avec sa mère. 1. Un enfant et sa mère. Les rapports entre l'enfant et sa mère commencent dès sa conception. Dans un environnement dominé par la carence des moyens matériels et les difficultés d'accès aux formations sanitaires modernes, la grossesse qui est vécue comme un événement majeur, constitue en même temps une source intarissable de soucis. Les soins prodigués à la mère pendant la grossesse demeurent et se limitent à l'essentiel. Les conditions d'hygiène sont pour la plupart du temps médiocres. Le nombre élevé des accouchements difficiles, la grande fréquence de la mortalité maternelle et infantile font en permanence craindre pour la vie de la mère et du bébé à naître. Si l'on ajoute à cet ensemble de facteurs le sort particulier de la mère, appelée par la nature à subir dans sa chair les douleurs de l'enfantement ainsi que toutes les appréhensions psychologiques subséquentes, il est aisé de comprendre son attachement à son enfant. Dès la conception, une relation intime lie l'enfant à la femme qui le couve dans son sein. Cette relation intime se poursuit après la naissance, alors que le cordon ombilical est coupé, comme si le sort des deux êtres longtemps liés s'acharnait à rétablir à jamais la solidarité rompue. Mais au-delà de cet attrait ontogénique, la mère reste entièrement responsable de son enfant, tant pendant la grossesse que pendant les premiers jours de son existence, au point que l'influence de celle-ci est très grande sur sa croissance, son développement et son épanouissement. L'état d'esprit de la mère joue un rôle capital, car la mentalité de l'enfant se calque sur la sienne pendant les 9 mois de la grossesse malgré l'absence de connexion nerveuse, sans doute par le moyen de substances impondérables qui se trouvent dans le sang. La mère devrait penser à ce qui est beau, noble, élevé, de façon à transmettre le goût de ces choses et à donner la possibilité de les atteindre. 11. En Afrique noire précoloniale, l'éducation de l'enfant commençait avant sa naissance. Nos ancêtres pensaient que l'enfant n'est pas un petit animal, qu'il suffit de commencer à dresser quand on estime qu'il en a l'âge. L'enfant pour les Égyptiens par exemple, est une âme sur laquelle la mère qui le porte dans son ventre peut agir favorablement par ses pensées, ses sentiments et son comportement harmonieux. Durant la grossesse, la femme, en certaines régions du Mali, aura soin de ne pas se mettre en colère, de ne pas en vouloir à quelqu'un, d'être bonne pour les bêtes et pour les gens.
Elle donnera à boire aux ânes qu'elle rencontrera au puits, elle laissera aux poules les graines tomber par terre, elle sera indulgente pour les enfants. Sans cet effort de conciliation avec l'universel, l'enfant à naître risque d'être un monstre d'égoïsme et être mauvais pour ses concitoyens. Ce rôle de la mère dans la formation de l'enfant explique la place prépondérante et sacrée qui est la sienne en Afrique noire. 12. Les perturbations qui surviennent dans sa vie influencent profondément celle du jeune enfant et hypothèquent son avenir. Les troubles qui éclatent inopinément dans les ménages, les abandons de foyer ou les mauvais traitements infligés à la femme, les conséquences de l'union libre, la famille monoparentale peuvent constituer des obstacles à l'accomplissement harmonieux de l'enfant. 1.1.2 Le rôle du père de famille. Le rôle du père dans la famille est prépondérant. Dans une société patriarcale, tout tourne autour du père qui représente et même incarne la famille. Le fonctionnement harmonieux de la famille lui incombe. C'est lui qui assure la direction des affaires de la famille tant en ce qui concerne ses descendants, que ses épouses et ses dépendants. Il se charge notamment du règlement des conflits éventuels pouvant surgir entre les membres du groupe. Ce rôle est particulièrement perceptible dans les foyers polygames. Au Mali par exemple, du vivant du père, tous les enfants vivent sous le même toit, bien qu'issus de lits différents du fait de la polygamie. Mais une fois que le père décède, les rivalités aidant, chaque lit se constitue en NGWA, c'est-à-dire en foyer distinct. L'existence de dissensions inhérentes au mariage polygamique et la crise économique aidant, cette forme de séparation s'accentue dans la grande famille traditionnelle. 13. Le père est le régulateur d'une espèce de communauté dans laquelle la complémentarité est la règle. Ainsi, le rapport homme-femme était dominé par la notion de bon ordre. Entre l'un et l'autre, il existait une complémentarité généralement reconnue au nom de la vie qui en découlait. Mais, la complémentarité n'exclut pas la hiérarchie. L'homme était placé au-dessus de la femme et de l'enfant parce qu'il tient son pouvoir des ancêtres, de la tradition, de l'ordre établi. 14. 1.1.3 L'importance de l'enfant pour ses parents. Malgré la hiérarchie qui est avant tout fonctionnelle au sein de la famille, l'enfant est considéré comme la plus grande richesse par la majeure partie de la communauté nationale. Dans le centre et le sud du pays, si tu entends dire richesse, sache qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'êtres humains. En rappelant ce dicton au fronton d'un chapitre relatif aux éléments de l'économie, dans son essai consacré au Seigneur de la forêt, 15, le professeur Philippe Laburte-Tolra identifie la place centrale de l'enfant dans la communauté Béti au Cameroun. Ce dicton montre en effet que l'être humain n'est pas seulement la valeur sociale suprême, mais qu'il constitue également la plus grande richesse qui puisse exister et qui se puisse acquérir. À l'ouest du pays, les enfants parmi les biens que l'on a sont les plus grands. C'est quand on a des enfants qu'on vit réellement. Les dents s'arrachent pour se planter dans la bouche d'un jeune. Ou encore, quand vous faites beaucoup d'enfants, vous êtes un homme riche, même si vous n'avez pas de l'argent. 16. Dans la région du littoral, il est affirmé que mon enfant est mon trésor même si je suis pauvre. Passant par mon enfant, je dois devenir un être humain, parce qu'on saura que j'ai existé à travers le travail qu'il pourra rendre à la nation camerounaise. 17. Cette sublimation de l'enfant provient de ce que celui-ci est également le moyen par lequel chacun souhaite réaliser son désir d'éternité. 1.2 Les enfants comme moyen de perpétuer la vie. Des familles sont quotidiennement déchirées par des conflits conjugaux, parce qu'elles ne réussissent pas à faire des enfants. Dans la famille africaine en général et dans la famille camerounaise, la valeur centrale du mariage, c'est surtout les enfants. Lorsque vous avez une femme qui ne vous donne pas des enfants, le mariage n'est pas solide. Les enfants constituent pour les parents le moyen par lequel se manifeste leur désir d'éternité. La sagesse traditionnelle illustre cette perception par ses dictons. Plus la tige s'éloigne du lieu où elle est plantée, plus elle doit laisser des melons. Les vieux palmiers précèdent les plus jeunes à la mort. L'enfant assiste ses auteurs lorsqu'ils sont déjà vieux. Il les représente lorsqu'ils sont décédés. Dans les temps anciens, marqués par l'insécurité et les guerres incessantes, il était de l'intérêt de tous que les villages soient aussi forts que nombreux, d'où la nécessité d'avoir le plus d'enfants possible. Ces enfants très tôt étaient formés pour assister le père dans la défense du clan.
Le désir d'avoir un enfant n'était pas gratuit. Sa venue était célébrée comme un don de Dieu. L'enfant était recherché, non pas nécessairement pour lui-même, mais pour ce qu'il représentait aux yeux de ses parents et de sa société. Il annonçait la réalisation des espérances des parents, et venait consacrer la prospérité du groupe dont il contribuait à grossir les rangs des défenseurs. La natalité était fortement encouragée. Tout était mis en œuvre pour que les enfants voient le jour. L'avortement criminel était tout simplement inconnu. Dans ce contexte, le droit coutumier favorisait l'intégration du plus grand nombre possible d'enfants dans la famille, en même temps qu'il accordait à la femme un rôle déterminant dans le processus de multiplication des membres du groupe. Et parce que la femme était la productrice des enfants, la sagesse populaire professait à l'adresse des hommes mariés que si l'épouse et le fils étaient menacés de noyade, le sauvetage de la mère devait intervenir en priorité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.